un bouquet garni pour les vacances. Chose promise, chose due, je vous avais dit faire un bouquet garni pour les vacances. Et là, j'ai ratissé très large. J'ai pris les romans que j'avais lus cette année, mais pas que. J'ai vraiment ratissé large. Polar, historique, aventure, thriller, espionnage, pour un peu tout le monde. J'ai essayé de prendre aussi donc les nouveautés, parce que j'en lis pas mal. Mais au cas où vous ayez aussi lu les nouveautés, bah, je vous en ai proposé d'autres. Donc ça fait quand même un certain nombre de livres. Je vais vous lire le quatrième de couve à chaque fois, parce que sinon je vais jamais m'en sortir, et ça va faire une vidéo qui va être longue et pas forcément super amusante. On commence déjà parmi les Jouquettes d'or, Sandrone Danzieri, tu tueras le père et tu tueras l'ange. Bon, bah c'est deux super romans, deux Jouquettes d'or, au moins la première couverture. Non loin de Rome, un homme affolé tente d'arrêter les voitures. Son fils de 8 ans a disparu et le corps de sa femme gît, décapité, au fond d'une carrière. Le commissaire Colomba Caselli ne croit pas au drame familial et fait appel à un expert non conventionnel. Dante Toré, aussi ironique que paranoïaque, il n'est pas un spécialiste en disparition d'enfants pour rien. Kidnappé à l'âge de 6 ans, il a grandi enfermé dans un silo à grains avant de partir et s'échapper. Pendant des années, son seul contact avec l'extérieur a été son mystérieux geôlier qu'il appelle le père. Et Dante en est sûr aujourd'hui. Le père est de retour. C'est un très bon thriller qui vous noue les tripes avec des personnages très fouillés, très intelligents. Franchement, c'est deux perles. De la lecture, vous allez dévorer, dépioter jusqu'au bout du bout. Franchement, un kiff. De laisser partir de Clare McIntosh, une chouquette d'or, un très bon roman. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon échappe à la vigilance de sa mère. Une voiture qui surgit et un chauffeur qui s'enfuit. En dépit de l'obstination de l'équipe d'enquêteurs, pas une piste, rien. Un bref instant a suffi à transformer en cauchemar l'existence de Jenna. Aurait-elle pu empêcher la tragédie? Pour elle, il n'y a plus qu'une solution, tout quitter. Va-t-elle pouvoir oublier la souffrance de cette nuit de novembre, dans ce cottage isolé où elle réfugie sur la côte désolée du pays de Galles? Le chagrin et la douleur vont-ils s'estomper ou le passé va-t-il la rattraper, provoquant une cascade de répercussions dramatiques? Vraiment, moi j'avais été complètement embarqué. Un twist monumental qui vous retourne comme une crêpe et je m'étais fait grignoter jusqu'au bout. Et franchement, un très bon polar. Franchement, vous allez vous éclater. Entre deux mondes, Olivier Norek. Là, je vous lis même pas le quatrième de couve. C'est un roman incroyable, un énorme coup de pied aux miches en plus, à certains qui ont des propos douteux. Là, c'est vraiment deux points de vue, une histoire qui se passe dans la jungle de Calais, un policier qui se retrouve embarqué dans cette histoire, qui n'est pas du tout du coin, et un migrant qui a quitté son pays après avoir essayé jusqu'au bout du bout de l'aider. Il était policier dans son pays, et il a essayé jusqu'au bout du bout de vaincre les gens qui l'envahissaient, les criminels qui tuaient toute opposition en le torturant. C'est vrai que du coup, avant de s'opposer, on réfléchit un peu. Et il avait dû quitter ce pays fracassé, en pleurs, mais voilà, il fallait qu'il survive avec sa femme et son enfant. Et il s'est retrouvé dans la jungle des Calais, dans cette espèce de fouillis, de folie, où les hommes, des femmes, les enfants tentent de survivre, tentent déjà de se remettre de cette traversée, tentent de la déchirure d'avoir quitté le pays. Un roman policier, un thriller absolument bluffant qui vous prend la tête, les tripes, qu'on dévore, qu'on décortique du début à la fin et qui termine en étant séché. Un très bon roman, une vraie bonne chouquette d'or comme je les aime. Doré, un kiff. On l'a trouvé plutôt joli, de Michel Bussy, une chouquette d'or, un délice. Qu'est-ce qui ne va pas, Ellie? Vous êtes jolie? Vous avez trois jolis enfants, Bambi, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortis. Ce sont les apparences tout ça. Du vent. Il nous manque l'essentiel. Je suis une mauvaise mère. Les trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. Elle ferma les yeux. Il demanda encore: qui a lancé le sortilège? Vous, moi, la terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en 4 jours et 3 nuits. Un suspense renversant, bouleversant.
Je persiste et signe. Ça reste un des meilleurs de Bussy. Je sais qu'il a été perçu de manière différente parfois. D'abord, Bussy, c'est un horloger. Il est capable de tisser une histoire, un puzzle, et retomber sur ses pattes, comme les chats, quoi qu'il arrive. Tout se termine, tout s'imbrique, et franchement, il arrive à nous renverser, à jouer avec nous, à jouer avec nos nerfs. Là encore, il aborde un sujet, l'immigration, de manière encore différente de Norek. C'est un roman passionnant. Donc franchement, cet été, lisez-le, vous allez vous éclater. Si vous l'avez lu, eh ben, vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Et ne prononcez jamais leur nom de Jacques Sausset. Une chouquette d'or, un sacré roman. Le train roulait de bien plus vite. Il passa sur un aiguillage qui le fit tanguer comme un navire pris dans les vagues, la chenale agitée par le vent. Les yeux écarquillés de Karine s'abaissèrent vers le plancher. Sous le siège 66, la police du sac avait basculé en pleine lumière. Elle s'accroupit et la tira vers elle, et ce fut soudain, comme si elle avait pu voir à travers du tissu, comme si cette forme oblongue qui le déformait lui avait murmuré quelques mots funestes à l'oreille. Elle eut juste le temps de prendre une profonde respiration pour un hurlement. Et puis, le monde s'éteignit dans un grand éclair blanc. Ne prononcez jamais leur nom est la 6e enquête du capitaine Magne et du lieutenant Lisa Esselin, certainement l'une des plus dangereuses. En tout cas, probablement l'une de ses plus réussies, très bien écrit, hyper studieux. On est vraiment embarqué dans une histoire rythmée, chronométrée du début à la fin. Les personnages sont passionnants. L'auteur, au fur et à mesure, a développé des vrais caractères, des vraies personnalités. C'est une histoire qui est complètement incroyable. Il y a une réflexion, un travail sur le bad boy de l'histoire. Au niveau psy, c'est juste un travail sur un individu absolument incroyable. Lisez ce roman, c'est de la balle. Brutal et coupable de Job, Jacques-Olivier Bosco. Coupable, c'était une chouquette d'or. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire brutal et coupable. Voilà, parce que s'il y a un ordre, c'est d'abord brutal et après coupable. Et je dirais même, on comprend les titres au fur et à mesure qu'on lit les livres. Donc je dis au moins la première de couve. Des jeunes vierges, vides de leur sang, sont retrouvées abandonnées dans les lieux déserts, comme dans les films d'horreur. Les responsables, des cinglés opérant entre la Tchétchénie, la Belgique et la France. Les mêmes qui, un soir, mitraillent à l'armée lourde un peloton de gendarmerie au sud de Paris. Que veulent-ils? Qui est cet ultime qui les terrorise et à qui ils obéissent? Face à cette barbarie, il faut un monstre. Lisa Latergui en est un. Le jour, elle est un flic, au bastion, au Batignolles. Le nouveau QG de la PJ parisienne. La nuit, un terrible secret se transforme en bête sauvage. Lise, qui peut être si douce et si aimante, c'est que seul le mal peut combattre le mal, quitte à en souffrir et à faire souffrir les autres. C'est d'abord une héroïne qui arrive, alors, comme une balle, c'est vraiment le cas de le dire. Elle est incroyable. Cet auteur, il a trouvé son héroïne. J'ai lu ce qu'il a écrit avant. C'est bien écrit, c'est écrit à lire, le problème il n'est pas là. Là, il a trouvé une héroïne, une vraie personnalité, un vrai style, un vrai rythme, et surtout cette femme qui est flic, qui est plutôt bonne, mais qui a des excès de violence qu'elle ne peut pas évacuer. Donc elle a trouvé une solution, la nuit, quand tout le monde dort, elle prend des affreux pabots qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, et pour se défouler, elle met ce qu'il faut, elle s'équipe, et elle va les fracasser. Pour un flic, c'est pas top. Mais en même temps, ça donne une énergie au personnage, une force au récit. C'est sanglant, bon, non tact, c'est comme ça. Mais franchement, c'est une très bonne histoire. C'est très bien raconté, un récit hyper rythmé, plein de rebondissements. Franchement, vous allez vous régaler. Une bonne intention de Solène Bakowski. C'est une chouquette d'or, j'en ai parlé, reparlé, et ben j'en reparle encore parce que c'est un super livre. Tous passeront à côté du sacrifice de l'un, de la confiance aveugle de l'autre, tourneront le dos à cet amour dingue, c'est de ça qu'il s'agit. Cet amour inconditionnel d'une petite fille pour le jeune homme qui savait lui inventer des histoires. Mathie a 9 ans, elle a perdu sa maman, son père s'enlise dans le deuil et sa grand-mère s'efforce à sa manière de recoller les morceaux. Un soir, la petite ne rentre pas de l'école. On imagine le pire, évidemment. Et le pire se produit. Comment croire que tout, pourtant, partait d'une bonne intention? C'est un nouveau roman de Solène Bakowski, Après un sac.
que j'avais sacré coup de cœur. Là, c'est l'ultime, c'est la chouquette d'or. C'est un roman que vous prenez en pleine tête. J'ai mis beaucoup de temps à me sortir de là, parce que d'abord parce que l'histoire elle est tellement prenante que les personnages, tout voilà, même que vous avez terminé le livre, on est encore dans le truc, quoi. C'est un vrai shoot et on est en plein trip et c'est pas un petit peu compliqué de redescendre. Donc j'ai mis du temps, j'ai lu, mais il m'a fallu du temps pour d'abord réussir à évacuer tout ça. Et puis voilà, quand on a trouvé un très bon livre, bah voilà, on veut des bons. Donc il y en a sur lesquels j'ai pas forcément accroché, donc du coup bah, il m'a fallu du temps. Mais vraiment, c'est une bonne intention de Sven Wachowski, un roman que vous devez lire absolument. C'est une vraie réussite. Rien de plus grand de Maïlin Persson Joito, Une chouquette d'or, un roman sur une société suédoise qui va pas bien, passionnant, absolument, c'est un thriller juridique, et en même temps une réflexion sur toute une société, franchement, c'est un truc de dingue. Stockholm, sa banlieue chic, dans la salle de classe d'un lycée UP, 5 personnes gisent sur le sol, perforées de balles. Debout, au milieu d'elles, Medja Norberg, 18 ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit ami, le fils de la plus grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde soucieuse de la paix dans le monde, figure parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant fils d'immigré, décidé à s'affranchir de sa condition. 2 mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est Medja? Qu'a-t-elle fait? Et pourquoi? C'est nerveux comme un thriller, plein de jus, plein de peps, des personnages hyper importants qui nous montrent, qui nous désignent les mots d'une société suédoise, certes, mais on ne se trompe pas, hein, on a les mêmes chez nous. Hein. Donc c'est vraiment un livre qui est très prenant et qui est super intéressant. Donc franchement, passez pas à côté, lisez-le, c'est un pur kiff. Réveille-toi de François-Xavier Guillard. Chouquette d'or! C'est top. Un thriller dur, gore, flippant. Et franchement, on termine, on est tout retourné. Basile Kaplan est un greffé du cœur qui vit reclus, sans travail, ni femme, ni aucune perspective. Sa seule obsession, dormir le moins possible, car ses nuits sont peuplées de cauchemars. Son unique ami, Ali, est passionné par les faits divers. Un soir, il raconte à Basile le meurtre barbare d'une jeune femme découverte sur un site à sensation. Ce fait divers atroce, c'est exactement le rêve que Basile a fait 2 jours plus tôt. Paul est un garçon de 18 ans, surdoué et paraplégique. Il est en master d'informatique à l'université et développe pour la police scientifique un programme baptisé Nostradamus. Un algorithme génial qui croise des milliers d'informations et permet de faire des portraits robots très précis, quasi photographiques, des criminels présumés. Après les terribles meurtres des 3 jeunes femmes à Paris, la police judiciaire décide de mettre sur le coup son meilleur atout, le docteur Nicolas Flair, psychiatre mentaliste qui a déjà résolu de nombreuses affaires. Lorsque les chemins de Basile, Paul et Nicolas se croisent, c'est l'inconscient, la science et la psychiatrie en personne qui devront collaborer pour essayer d'arrêter le pire des monstres. Franchement, là, FX, chapeau bas, vous avez réussi à associer plusieurs sciences, plusieurs concepts, et à en faire un roman. Franchement, ça tient du début à la fin, c'est juste terrifiant, hyper addictif. Quand on a mis le nez dedans, on ne veut plus le lâcher. Chouquette d'or, respect. Chapeau bas l'ami. Maintenant, d'autres romans, des coups de cœur, et des livres que j'avais beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup touché. Les mers de Samantha Hayes, qui m'avait franchement bouleversé. Birmingham, Angleterre, enceinte, Claudia se met en quête d'une nanny pour son futur bébé et pour garder les jumeaux que son mari, souvent absent, a eu d'un premier mariage. Zoé Harper, charmante jeune femme aux références impeccables, s'impose comme une perle rare et s'installe chez eux. Mais très vite, Claudia se met à nourrir des soupçons sur cet employé idéal. Pendant ce temps, la tension monte aussi en vide. L'inspecteur Lorraine Fisher enquête sur le meurtre atroce d'une femme sur le point d'accoucher. Et quand une deuxième, puis une troisième femme enceinte sont tuées, la tension se transforme en terreur. Franchement, un polar qui se dévore d'une traite, un thriller
effrayant, diabolique. Et c'est ce bouquin, vous serez pas déçus. Franchement, c'est de la balle. Debout les morts de Fred Vargas. Je sais, on n'aime pas. Moi, j'aime. Celui-là est probablement celui que je préfère. L'un de mes préférés. C'est pas forcément le plus connu. Surtout que c'est pas le personnage référent de Vargas. Mais c'est un kiff de le lire. Un matin, la cantatrice Sophia Simeonis découvre dans son jardin un arbre qu'elle n'avait pas la veille. Un hêtre. C'est curieux quand même. Hein. Qui l'a planté là? Pourquoi? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, s'inquiète. En plein sommeil, et finit par demander à ses voisins, 3 jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre pour voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît, tandis qu'on découvre un cadavre calciné. Est-ce le sien? La police enquête, les voisins aussi. Sophia, il aimait bien. L'étrange apparition du être ne devient plus une énigme. Franchement, moi, ces étudiants déjantés, avec l'oncle qui est un ancien flic retraité, un pur kiff, un régal intellectuel, littéraire. En plus, à chaque fois qu'on lit Vargas, on apprend des trucs. Réellement, on a l'impression de voir l'intellect du personnage principal qui enquête, de voir les mécanismes de son intellect travailler. C'est un vrai régal à lire. Moi, je me suis éclaté. Donc, lisez-le, vous allez vous régaler. La daronne de Anne-Laure Caire. Franchement, j'ai pris un pied incroyable à lire ce livre. L'histoire est géniale. On était donc fin juillet. Le soleil incendiait le ciel. Les Parisiens migraient vers les plages et alors que j'entamais ma nouvelle carrière, Philippe, mon fiancé flic, prenait son poste comme commandant en stup de la 2e DPJ. Comme ça, on se verra plus souvent, m'avait-il dit, réjoui en m'annonçant la nouvelle 2 mois auparavant, le jour de sa nomination. J'étais vraiment contente pour lui, mais à cette époque, je n'étais qu'une simple traductrice interprète judiciaire et je n'avais pas encore 2 tonnes de shit dans ma cave. Ça fait beaucoup. Hein. Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse, avec une vision morale d'existence, qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau, tout en élevant ses enfants, qu'on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoute téléphonique avec un statut de travailleur en noir, on arrive à franchir la ligne jaune. Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un go fast et on le fait l'âme légère, en n'en ressentant ni culpabilité, ni effroi, mais plutôt, disons, un certain attachement joyeux. On devient la daronne. Franchement, lisez ce bouquin, il n'est pas très long, vous allez vous marrer du début à la fin, tout en ayant une structure de thriller, de suspense, avec des réparties à mourir de rire. Vous allez vous régaler, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce livre. C'est un peu étrange parce que franchement, je trouve qu'il sortait complètement de l'ordinaire. Et là, on a eu affaire à un truc vraiment bien particulier. Franchement, on rigole. Et c'est bien écrit. Daddy de Laudurand, c'est un roman historique. Il se passe pendant la 2e Guerre mondiale. Un roman qui est pas récent. Je m'en fiche. C'est un très bon livre. 18 septembre 1942, Thomas fête ses 11 ans. Caché dans le sud de la France, protégé par des gardes du corps, pourchassé par les nazis, il n'est qu'un petit garçon comme les autres. Pour la Gestapo, il vaut 724 millions de marks. Une somme qui justifie qu'on lance à ses trousses une horde de chasseurs. À leur tête, le plus surprenant des policiers, Georges Lamy, un professeur de philosophie revenu de tout. La traque infernale commence. Quand l'étrange Grégor Lamy, Thomas, avec son cœur d'enfant et son cerveau de génie, va jouer sa vie comme une extraordinaire partie d'échecs. Un seul témoin à l'affrontement de ces 2 formidables intelligences. Un Américain bien tranquille qui est peut-être le père de Thomas. Peut-être. Un roman d'une rare intensité. Complètement incroyable. Un roman d'action, d'aventure, de suspense, plein d'actions, de rebondissements. Voilà, et en même temps de haute finance, en plein milieu de la guerre, vous allez vous régaler. Ça n'arrête pas. Il y avait un téléfilm il y a quelques années, que j'avais regardé, qui était quand même très moyen, parce que je pense que ça demande des moyens importants. C'est pas forcément simple. Je pense que le format série est meilleur. Mais bon, c'était pas encore l'époque, et puis peut-être qu'un jour ils le feront, mais en tout cas, c'est un très bon livre, et une super histoire. Des vacances avec ça, un régal. Du même auteur, L'eau Durand, Un grand silence. Sorge, qui vit seul dans le silence du Grand Nord, canadien, non loin d'une étrange clinique salée de barbelés, n'est pas un jeune homme comme les autres. Depuis l'enfance, il peut lire dans le cerveau des animaux.
deviner leur instinct, prévoir leurs mouvements. On connaît mal l'étendue de sa clairvoyance surnaturelle qui lui permet aussi de déchiffrer à distance les pensées humaines les plus secrètes de l'animal humain. Fasciné par l'usage qu'il pourrait faire de ce pouvoir, un milliardaire, fou de science et d'ambition, lance à ses trousses un commando chargé de le kidnapper. Mené par le crime et la mégalomanie, une traque implacable s'engage qui conduira Sorge jusqu'aux confins des terres arctiques avec le seul secours du Harfang, l'oiseau roi, le grand rapace qui partage ses peurs et le guide à travers de mortels dangers. Pareil, un roman absolument passionnant, plein d'actions, d'aventures, de rebondissements, de suspense, de tension. C'est un livre de fou. Pareil, incompréhension, pourquoi on n'en a pas fait un film, je sais pas trop. Là, je dois dire que je comprends pas. Alors, c'est pas récent, donc vous l'aurez forcément pocket, d'occasion, probablement même. Pareil avec ça, des vacances, crème, comme dirait l'autre. Franchement, un pur kiff. Lisez ce bouquin, vous serez pas déçus du voyage. La nuit des enfants rois de Bernard Lantéric. Un vrai régal. Cela se passe une nuit au Central Park, à New York. 7 adolescents sont sauvagement agressés, battus, certains violés. Mais ces 7-là ne sont pas comme les autres. Ce sont des enfants génies. Les horreurs, ils vont en tirer contre le monde une haine froide, mathématique, éternelle. Avec leur intelligence, ils volent, ils accumulent des crimes parfaits. Car ces 7-là ne sont pas 7, ils sont un. Ils sont un seul esprit, une seule volonté. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte contre eux de toutes ses forces, à moins qu'ils ne soient de leur côté. Et alors, s'ils étaient 8, le monde serait à eux, et ce serait la nuit. Un livre, pareil, qui est pas récent, mais qui est une réussite absolue à tous les niveaux. Thriller, crainte, suspense, rebondissement, peur, panique, bien écrit, bien rythmé, qui se lit à 200 à l'heure, on met le nez dedans, on lâche plus. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une erreur. Lisez-le, faites-moi confiance, on en parle, un régal. Toujours de Bernard Lantéric, la gagne. Pour tous les joueurs de poker, et même comme moi qui joue pas au poker, un vrai kiff à lire. Je l'ai lu, relu, franchement, un plaisir. Face à face, deux hommes. Tous les opposent. L'un, Bénédicte Sarkissian, machine à jouer d'une fascinante efficacité. L'autre, Alex Van Iren, banquier, membre de l'aristocratie financière depuis des générations. C'est le commencement d'un duel qui va durer des mois, sans répit. Une singulière partie de poker. Elle se jouera avec et sans cartes. Deux volontés de fer s'affrontent dans un combat dont l'enjeu secret est une femme jamaïcaine. Le vaincu sera plus que brisé. Il sera détruit, pulvérisé, broyé. Un roman monstrueux, génialissime, un classique. Pareil, c'est des romans qui doivent se lire. Sérieux, quoi. Il faut lire ce livre. Et après, on en parle. Sérieux. Avant de me dire non, vous le prenez, vous le lisez. Je sais pas de quoi, en plus, il ne date pas d'hier, donc vous l'aurez pas cher. Vous le lisez, on parle. Vous me dites j'ai pas aimé, on en discute. Mais lisez-le, franchement. C'est une erreur de ne pas l'avoir lu. Alors, rectifiez l'erreur, ça va être les vacances, profitez-en. Carrière noire de Enya Piergentini. C'est le premier roman que j'ai lu d'elle, l'un de mes préférés. Parce qu'en plus, il y a les triplettes Ch'timi. J'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup cet auteur. Chaque fois qu'elle est en colère, elle écrit un livre sur des scandales de société et elle en fait des thrillers qui sont super intéressants, super attachants, avec un personnage qu'elle a beaucoup développé. C'est un vrai régal à lire. Depuis les carrières souterraines et glacées de la petite ville de Lezen, près de l'île, un homme ombre surveille. C'est son domaine, son royaume. Il fuit ceux d'en haut, mais connaît tous leurs secrets, entrevus depuis leur cave. Et de secrets, la ville du Nord n'est pas avare. Les sales dossiers que la vieille sénatrice Mae cache dans son coffre-fort. Les ambitions présidentielles de son neveu. Les rêves de villégiature de sa femme de ménage. Jusqu'au jour où le commandant Pierre Arsène Léonie, prêt à quitter définitivement l'île pour rejoindre sa Corse natale, tombe sur le corps sans vie de l'ancienne sénatrice et où la ville secrète se transforme en ville assassine. Un excellent polar qui se dévore et franchement, vous allez prendre votre pied. Un kiff absolu. On en arrive à Résilience. C'est un des premiers romans que j'ai chroniqué. Surtout, c'est un des premiers auteurs à avoir fait confiance. On leur dit, ok, je l'envoie. Donc, Résilience de Julia M. Tim, qui c'est pas du tout sa littérature d'habitude. Et là, elle a écrit un truc, une espèce de bombe, un gigantesque coupio miche,
qui nous oblige à regarder un peu autour de nous. C'est dur. C'est dur sur ce coup que les enfants peuvent prendre. C'est juste révoltant, ça donne envie de pleurer, ça donne envie de hurler dans la nuit, ça donne... voilà. Mais c'est un roman, je pense qu'il faut lire, pour plein de raisons. Parce qu'il y a un enfant qui meurt par jour, parce qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours, et qu'on c'est en France, je parle pas d'un autre pays. Et je pense que écrire un bouquin, en parler, ouvrir des débats, c'est bien, mais d'avoir des bouquins comme ça qui vous percutent, et ben, ça nous oblige à regarder un petit peu mieux ce qu'il y a à côté de chez nous. Pour ses 19 ans, Vincent s'est offert un parricide. Il a tué son bourreau. Mais peut-on vraiment se libérer de l'emprise du mal? Peut-on se reconstruire après avoir subi le pire? Incarcéré, Vincent doit affronter ses démons, apprendre à se connaître et s'accepter pour atteindre la délivrance, sa résilience. Franchement, rien que de lire ces quelques lignes-là, j'en ai des frissons partout. Parce que c'est un bouquin qui m'a marqué, comme très rarement un bouquin m'a marqué, parce que j'ai quasiment vu défiler le film des scènes de ce livre. Ça vous retourne le bide, ça vous fait picoter les yeux, il y a la gorge qui se noue comme ça là. Non, c'est un truc qu'il faut lire. Attention, s'il y a des très jeunes qui lisent ou qui écoutent mes vidéos, je préférerais quand même qu'ils demandent à leurs parents avant. Je vous le dis franchement, parce que il se passe des choses très dures. Donc, demandez quand même l'accord de vos parents, si jamais ça arrive. Hein. Demandez-leur, je préférerais. Ils vous diront oui, ils vous diront non. Parce que c'est un très bon roman, mais c'est un roman d'une dureté inouïe. Même si il est juste, il est dur. Donc franchement, peut-être, voilà, si certains sont un peu jeunes, peut-être demander l'avis des gens plus âgés. Sinon, vraiment, un livre à dévorer. Brigitte Aubert, La mort des bois, c'est une tuerie. Cette nana est gueudin. Pour avoir les idées pareilles, faut être dingue. Un jour, en attendant sa dame de compagnie, Élise est abordée par Virginie, 7 ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des meurtres d'enfants, dont celui de son frère. C'est la mort des bois qui a frappé, précise la fillette. Et la mort, c'est bien connu, rien tant que de rester inactive. Démasquer l'assassin avant qu'il ne sévisse encore. Telle tâche terrifiante à laquelle Élise doit aussitôt s'attaquer. Mais une chose sera de résoudre l'enquête, une autre d'en révéler les conclusions, car Élise, devenue tétraplégique à la suite d'un attentat, vit dans un fauteuil roulant. Elle ne peut ni parler, ni voir, mais elle entend. Faire d'une tétra une enquêtrice, fallait oser. Et je peux vous assurer que ce roman, vous le lisez à 300 km/h, je pourrais dire 400 même, parce qu'on s'en fout, tout en ayant un humour corrosif, une histoire passionnante qui se déroule de manière incroyable, qui se lie à 400 km/h, et on se dit, mais c'est pas vrai quoi, elle a réussi à m'embarquer. Et là, chapeau bas. Toujours de Brigitte Aubert, Funérarium. Là, on arrive aussi, c'est dans du dur, hein. C'est du roman dur, mais alors, absolument incroyable. Fils d'une hôtesse violée par des marines, envirée dans le port de Cannes, Léonard Chib Moreno exerce le métier de tatorateur. Heureusement pour sa santé mentale, son meilleur ami, Grégory, dit le nanti, l'emmène souvent en boîte pour le distraire. Tout se passe bien, jusqu'au jour où une certaine Blanche Andrieux lui demande d'embaumer sa petite fille morte, Lilou, qu'elle a l'intention d'exposer dans la chapelle privée. Très réticent, Léonard finit par accepter, mais s'aperçoit en faisant son travail que la petite était sans doute victime de ses vices. Intrigué, il commence à poser des questions et séduit par cette femme assez déséquilibrée, entame une enquête où l'horreur et l'incompréhension d'un milieu auquel il est étranger sont constamment au rendez-vous. Funérarium, je suis pas sûr qu'elle puisse aller au-delà de ce qui est possible de faire dans un thriller. C'est dur, ça vous rentre dedans du début à la fin. Il y a des twists, des surprises, plein de suspense. Mais c'est un auteur qui est hors norme, Brigitte Aubert. J'ai pas forcément tout aimé ce qu'elle a écrit jusqu'à maintenant. Et ces deux-là, avec les 4 fils de Dr Marsh, c'est des romans qui viennent d'ailleurs, qui sont juste incroyables. Si vous les avez pas lus, c'est une erreur. Sinon, vous en faites beaucoup. Il faut vraiment s'y mettre. En plus, j'ai fait une chronique, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Franchement, sur ce coup-là, vous assurez pas. Marqué à vie
de Emily Shep. C'est un super thriller. Le deuxième, la suite, est franchement moyenne. Celui-là est incroyable. Un personnage qui vous tape dedans, super bien trouvé, et une enquête qui vous tient du début à la fin. Norrköping, l'hiver. La procureure, Jana Berzelius, arrive sur la scène de meurtre du haut responsable de l'immigration en Suède, assassiné dans sa maison au bord de la mer Baltique. Quelques jours plus tard, le meurtrier est identifié. Il s'agit d'un enfant. Signe particulier, il présente sur la nuque une scarification énigmatique. Ce nom, gravé grossièrement à même la chair, provoque chez l'impénétrable Jana un véritable séisme intérieur, car elle porte la même scarification à la base du cou. La marque du passé qui lui revient que par flash incontrôlable. C'est un bouquin qui vous secoue du début à la fin avec une idée brillante de l'auteur, un roman qui se dévore à 200 km/h. Misery de Stephen King, je pouvais pas ne pas la faire celle-là. Moi c'est un bouquin dont je vous ai parlé cette année parce que je voulais en parler, ça fait partie des ces classiques de Stephen King qui sont super intéressants, passionnants. On a toujours l'impression, on est en vu le film, que ouais, bon, bah, j'ai vu le film, voilà. Non, non, c'est beau avoir vu le film, le livre il est encore plus flippant. Ténèbres, puis douleur et brume. Quand on reprend conscience, c'est pour sentir la laine empuantie de la femme qui le ramène à la vie. Au premier regard, Paul Sheldon comprend qu'il est dans un sacré pétrin. Certes, elle l'a tiré de l'épave de sa voiture alors qu'il avait les jambes en miettes. Mais il a vu à son air absent. Annie Wilkes est folle alliée. Et maintenant, elle le séquestre. Lui, Paul Sheldon, l'auteur à succès, l'homme qui a créé le personnage de Misery Chastain, son héroïne favorite, qui exige cette cinglée en échange de la dose de calmant dont il a besoin, qu'il ressuscite Misery, passé de vie à trépas dans le dernier volume. S'il refuse, elle le tuera. Entre autres. Franchement, c'est terrifiant. Du début à la fin de ce livre, l'auteur King nous tient vraiment par les tripes. Mystère un peu, plus ou moins. C'est une réussite complète, un classique de la terreur qu'il faut absolument lire. Toujours Stephen King, Marche ou crève. C'est pas forcément le plus connu, il l'a écrit à l'époque sous le nom de Richard Bachman. C'est un livre absolument incroyable. Donc j'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, mais voilà, pour le relire, c'est pas un problème. Et il se dévore. Garati, un jeune adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu. Il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres. Plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter très cher. Il n'en aura qu'un. Franchement, un livre qui se dévore du début à la fin. Lisez-le, c'est un kiff. Pour les petits malins qui aiment les thrillers d'espionnage, d'action, d'aventure, de suspense. Ouais, j'ai déjà fait une chronique de Pilgrim. Voilà, c'est un très gros volume. Il y en a qui ont aimé, d'autres pas, d'autres qui ont trouvé trop lent. Bon, voilà. Il y a le triptyque de l'Odloom, La mort dans la peau. J'ai pas fait la chronique, mais moi j'ai lu les livres que j'ai trouvé très bons. Les films ont plutôt été bien adaptés. Un auteur dont j'ai parlé, par contre, mais qui est fort peu connu des Européens, des Français en plus, David Morel. Un triptyque. La fraternité de la rose, La conjurée de la pierre et Les jeux des ombres. C'est une réussite absolue. 3 thrillers d'espionnage, d'action et de suspense qui vous projettent vraiment dans tous les sens. On est complètement embarqué par des machinations toutes pleines de suspense les unes que les autres. Sol et Chris, orphelins que l'infortune a unis comme frères de sang, sont devenus, après leur passage dans une école qui forme les jeunes gens à l'art de tuer, à en faire des super assassins, des agents de la CIA de haute volée, des as parmi les as. Mais leur chef, celui qui fut aussi leur père adoptif et leur maître, les a condamnés à mort. Pour sauver leur peau et se venger, commence alors pour Sol et Chris une effrayante partie de cache-cache. C'est une réussite absolue. Le deuxième, je ne peux pas vous faire le troisième parce que ce serait spoilé et c'est un peu dommage. Dans le silence d'un monastère du Vermont, un homme, Drew, cherche l'oubli d'un passé terrible. Une nuit, un commando inconnu exécute tous les moines de la communauté. Seul Drew parvient à lui échapper. Mais le voilà rejoint par la violence qu'il avait voulu oublier, fuir. Qui a ordonné le massacre? Drew replonge dans sa vie, souvenirs de ses parents assassinés, Arlene, la femme qu'il a aimée, son passé de tueur antiterroriste, ses réflexes de fauve dressés pour le combat. Les alliés inattendus vont lui porter main forte
une société secrète formée de soldats de Dieu qui, pour défendre l'Église, s'autorisent à tuer. On les appelle les conjurés de la pierre. Et le dernier, pour couronner le tout, les Jeux des ombres, c'est une super réussite. Des romans d'espionnage, d'action, d'aventure, de suspense qui sont tout simplement bluffants. Ça fait partie des meilleurs. L'agenda Icar de Robert Ludlum, c'est pas forcément le plus connu. Je crois pas qu'ils en aient fait de film de celui-là. Mais c'est une super réussite. J'ai fait une chronique dessus. C'est tout simplement bluffant de par ses rebondissements, son action, son aventure, son suspense. C'est juste passionnant. Parce qu'il s'est héroïquement comporté lors d'une prise d'otage dans le sultanat d'Oman, Evan Kendrick, dit Icar, se retrouve un an après les événements à la une de la presse internationale, qui cherche ainsi à le désigner à la vindicte des terroristes. Quelles sont les forces obscures qui s'emparent de cet homme tranquille et sans ambition, l'un le poussant vers l'élection de la présidence des États-Unis, l'autre précédant sa chute. C'est vraiment un roman d'action, de suspense, d'espionnage, plein de rebondissements, passionnant à lire, à dévorer. L'une de mes premières chroniques, Les Tueurs Bannerman de John R. Maxine, pas forcément auteur super connu, sauf que ça, c'est un bouquin de dingue, avec des idées juste incroyables, un livre qu'il faut dévorer. Les trottoirs de New York, au magasin chic de Londres, des Bahamas à la Bolivie et à la Suisse, se déploient des machinations, des trafiquants de cocaïne et une CIA paranoïaque. Quand Raymond Lescaut explique qu'il s'est trouvé naguère impliqué dans un sombre règlement de compte entre Boliviens, apprend que sa fille sort avec un mystérieux Paul Bannerman, il s'inquiète. La CIA, qui connaît bien le passé de Bannerman, puisque celui-ci a longtemps fait partie de la maison, avant de lui tourner le dos, s'inquiète encore plus. L'explique et l'ex-agent ne serait-il pas en train de monter une conspiration visant à révéler le rôle de la CIA dans le blanchiment de l'argent de la drogue? Et quels sont leurs liens avec l'élégante Elena, chef d'une puissante bande de trafiquants? Lorsque Bannerman part avec la jeune Suzanne Lescaut pour des vacances de ski en Suisse, pas loin de Zurich où habite Elena, la CIA ne se perd plus aux conjectures. Elle lâche ses chiens. Mais le jeu de quilles mis en place par Bannerman est plus compliqué qu'elle ne le croit. Elle a peut-être mal jugé Lescaut, dit Raymond le Terrible. Bon, le quatrième de coup est pas top. C'est un thriller, suspense, action, espionnage, ça mélange tout ça. C'est un truc de dingue. On est pris complètement dans l'histoire. C'est juste passionnant. Et maintenant, on va faire des romans historiques. Et là, j'ai aussi des trucs. Le parfum de Susskind, ça, j'ai envie de vous dire, pas besoin de faire le résumé, vous le connaissez. J'ai pas fait de chronique dessus parce que je me suis pas encore attelé. Mais je dirais qu'entre les livres qui en ont parlé, le film, je sais pas, je crois que c'est un des livres les plus vendus au monde. Voilà, vous connaissez l'histoire. Si vous l'avez pas lu, je pense que vous devriez le faire parce que ça fait partie des romans qui sont inclassables et qui sont à lire. En avant comme avant, ma première chronique, c'est des romans, une histoire absolument passionnante. La saga des quintuplés de Racleter, des 5, Charlemagne était le plus doué, le plus tenace. Et filleul de la châtelaine, tout fils du sabotier qu'il fut. Mais quand son père est mort de la rage, quand les enfants ont été dispersés, il a quitté le refuge qu'on lui offrait et serait allé vivre parmi les bêtes dont il connaissait le langage. Les pires, les loups. Les pires, mais aussi les meilleurs. En marge du roman de renard qu'il a rapporté dans la forêt, Charlemagne a noté: un loup n'est pas cruel. Un loup est un loup, c'est tout. Pareil, le quatrième de couve est pas top. Un roman historique, mais en même temps un roman d'humain qui nous décrit d'ailleurs une période absolument passionnante, pleine de rebondissements. L'auteur a inventé un style, des personnages pleins de passion. On est complètement pris par ces personnages. Vraiment, moi j'aurais qu'une envie, c'est qu'il y ait une suite parce que j'ai adoré ces personnages et je rêverais qu'il y ait d'autres histoires. Franchement, c'est un kiff absolu à lire. Les Pieds de la Terre de Ken Follett, ok, pareil, on voit l'évolution d'une cathédrale sur 30 ans et en même temps la vie de plusieurs familles. C'est juste un roman historique passionnant. Jusqu'au Pied de la Terre, il y avait une forme d'écriture. Ken Follett est arrivé, c'était quelqu'un qui écrivait des thrillers, d'espionnage, d'action, de suspense, qui réussit plutôt bien. Et j'ai dit un jour, je vais faire un roman historique. Sauf qu'il a gardé son rythme d'écriture de thriller. C'est une brique, hein. Il y a pas loin de 1000 pages, il y a 1038 pages. Mais ça se lit comme un thriller. On met le nez dedans, on se sort plus. Il y a des rebondissements, de l'action, du suspense, de l'aventure, des trahisons, de la machination, il y a tout. Et en même temps, on voit la construction de cathédrale. Quand j'étais en librairie, ça faisait partie des romans que je proposais systématiquement. Parce que je savais qu'avec ça, j'en reviendrais. Parce que même si on met du temps à le lire,
on l'aime. Donc on vient. C'est un roman qui est passionnant. Les vacances arrivent, vous aurez un peu de temps entre différentes boissons avec modération et repos, sieste, fête. Trouvez un peu de moment, un peu de temps. Lisez ce roman historique, c'est une tuerie. Les Foulards Rouges de Frédéric H. Fajardi, une réussite, un kiff absolu. Histoire de France, comme vous l'avez jamais vu. Au Palais Royal, un homme surgit, sauvant la vie du cardinal Mazarin. Il est comte, général d'artillerie, et s'appelle Loup de Pomone, seigneur de Issac. Nul ne l'a vaincu à l'épée, aucune armée ne l'a jamais défait. À la demande de Mazarin, Issac monte une petite troupe, des Foulards Rouges, que mélange d'aristocrates et de galériens. Sabotage, mission secrète, duel au clair de lune, guet-apens, tombes profanées, enlèvements, trésors exhumés, rien n'y manque. En cette époque étrangement moderne, où des dames montent à cheval, l'épée à côté, et se battent en duel, où deux grands écrivains français, le cardinal Retz et La Rochefoucauld, luttent pour la fronde, un autre péril menace. Le visage caché par un masque d'argent, un homme appelé l'écorcheur terrorise, vit les campagnes et va croiser la route de Nissac. C'est un roman historique, thriller, suspense, absolument haletant, qui se dévore du début à la fin. Une réussite. Le bonheur devant de Frédéric H. Fajardi, franchement petit deuxième pour la route, c'est cadeau, c'est bonheur. Décembre 1609, deux cavaliers approchent d'un château en ruine où se trame un terrible complot. Le premier est l'un des hommes les plus puissants du royaume de Lys. Son acolyte, un moine défiguré, est sans doute ce que le mal a produit de plus raffiné depuis des siècles. À ses ordres, demi-fou, une troupe de loups-garous attend son heure pour participer à la fureur meurtrière qui va secouer le pays pendant les 6 mois qu'il reste à vivre à Henri IV. Et pour mieux assurer l'infamie à Paris, ils sont 12 conjurés, les fleurons de la cour, qui se réunissent pour fermer autour du roi 3 siècles de fer et de mort. Mais c'est compté sans Thomas de Pomone, comte de Nissac et amiral du Mer et du Levant, aussi à l'aise au sabre qu'à l'épée, aussi redoutable à terre que sur l'eau. Entouré de rudes compagnons, fidèle à un roi qui, le premier, reconnut la liberté de conscience, Nissac tentera de le sauver. Pareil, un roman plein de rebondissements, d'action, de suspense, des combats absolument dingues, à l'épée, les stocks, le canon, il y a tout dans ce roman. C'est des romans historiques comme je les aime, ça fait rêver. Avec la chevalerie, avec tout ce qui va avec. C'est une réussite telle que, voilà, je dirais juste, jetez-vous dessus. En plus, j'ai fait un chronique, vous n'avez pas d'excuses. Le dernier banquet de Jonathan Greenwood, un roman historique très très original et franchement fallosé. Un enfant, crasseux, dévore des scarabées à côté d'un tas de fumier. Il a 5 ans et ses parents sont morts. Il s'appelle Jean-Charles Daumont. Et c'est un noble sans le sou qui va connaître un destin exceptionnel. Dans la France du XVIIIe siècle, l'orphelin, devenu cadet de l'académie militaire, va grimper les échelons de la société. Soldat, diplomate, espion, amant passionné, homo, et tout cela à la fois. Sa vie est remplie de fougue et d'intrigues. Mais cela ne suffit pas. Il n'a qu'une obsession, l'art culinaire qu'il veut porter à son paroxysme. Alors que la société agonise sous les coups de la révolution, tel un alchimiste prêt à toutes les expériences, Amou cherche le goût parfait, absolu. Mais en cuisine, pas plus qu'en politique, la perfection n'est de ce monde. Franchement, fallait oser. C'est un peu le pendant du parfum, sauf que là, c'est sur le goût. Mais il goûte absolument à tout. C'est un roman qui se dévore, au sens littéral du terme. Propre aussi. Un très très bon roman historique et super original. Le ciel de la chapelle Sixtine. Alors, moi je l'ai lu il y a, je crois, 2 ans, si je me rappelle bien. J'ai peint Le ciel de la chapelle Sixtine. Ce roman, pendant que vous allez le lire, vous allez vous retrouver au niveau du plafond de la chapelle Sixtine et vous allez le voir en train de le peindre. C'est juste une vraie surprise. Au printemps 1598, le jeune Aurelio quitte la ferme de ses parents pour la plus belle décadente des villes du monde, Rome. Depuis qu'il est enfant, il n'a qu'un rêve, devenir sculpteur et travailler avec Il Gigante, le génie, Michel-Ange. Mais l'artiste a dû abandonner son art, contraint par le plus puissant des papes, Jules II, à se consacrer à un autre projet, peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Engagé comme modèle et apprenti, Aurelio assistera aux tourments quotidiens du maestro, aux terribles luttes de pouvoir qui agitent Rome et à la création du plus grand chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est un roman qui se dévore du début à la fin. Il a disparu de sa mort de Jean-Michel Porte
c'est une vraie réussite. En plus, une vraie retrouvaille avec Victor d'Autrive, un vrai plaisir. En cet hiver 1791, la France est au bord du chaos. Depuis sa fuite à Varennes, Louis XVI est totalement discrédité. Royalistes et nouveaux députés se menacent armes à la main et la tension est extrême. C'est dans ce contexte explosif qu'Anne-Louise Ferrière disparaît. La belle et mystérieuse fille d'aristocrate désargenté, encore célibataire à 30 ans, n'a pas été vue depuis une semaine. En une semaine, avec ce froid polaire, plus personne ne s'attend à la trouver en vie. Enlèvement, suicide, fuite. Étrangement, la question semble laisser sa famille de glace. Loin de dissuader le gendarme Victor d'Autrive, cette indifférence hostile excite sa curiosité et il flaire chez les Ferrières des manigances qui débordent largement le cadre familial. Un roman historique, plein de passion, d'action, de suspense, d'aventure. Et en plus, ça passe à sa mort, c'est plutôt sympa, c'est là où je vis. Non, réellement, un roman très très bien écrit qui se dévore du début à la fin. The Dog 3 de Wilbur Smith, un auteur méconnu en France, et c'est bien dommage parce que franchement, vous loupez quelque chose de grand. En 1667, la guerre entre les Anglais et les Hollandais bat son plein. Sur les mers lointaines sévit la guerre de course, celle que pratique Sir Francis Courtenay au large des côtes sud-africaines. Ignorant la fin des hostilités entre le royaume d'Orange et celui de Sa Majesté britannique, le corsaire s'empare d'un galion hollandais et de sa précieuse cargaison d'or et d'épices. Assimilé à un acte de piraterie, cette prise lui vaut d'être condamné à mort. Sir Francis et son fils Hal, élevés dans le respect des valeurs chevaleresques et chrétiennes de l'ordre de Saint-Graal, parviennent à fuir avec leurs hommes. Mais il leur faut dès lors affronter la félonie de Lord Cambria, pirate avide et sans scrupules, la volonté de vengeance du colonel Schroeder, bouillant officier hollandais des dangers de l'Afrique, continent alors pratiquement inexploré, un roman historique bouillant, des frégates qui s'affrontent, des combats au canon, à l'épée, à la diligence, on en prend plein la tronche, plein les oreilles, plein la vue, on voit des continents que moi j'ai jamais vus, c'est juste un roman plein de folie, plein de dingueries qui se dévore complètement. Vraiment, éclatez-vous, ce serait un top à le faire. Un petit dernier, et je vous lâche. Le Dieu fleuve de Wilbur Smith. Un roman historique parmi les romans historiques, du même niveau que les Pieds de la Terre, version égyptienne. 2 siècles avant notre ère, l'Égypte traverse la période la plus sombre de son histoire. Ravagée par la guerre civile, assiégée par des frontières, par des hordes des Ixios, la vallée des rois s'enfonce dans la ruine et la désolation. Sur son trône vacillant, l'obscur pharaon Mamose, c'est plus que le symbole d'une gloire évanouie. Dans l'ombre du monarque, autour du jeune officier Tanus, un groupe d'hommes et de femmes résolus rêve de restaurer, de Thèbes à Memphis, la puissance d'un royaume qui s'écroule. Une chute qui fait du bruit, libère des flots de sang, exacerbe les passions. À 4000 ans de distance, le tumulte des 30 batailles, la clameur des foules énormes, le piétinement des armes dans le désert nous laisse abasourdis. Et à nos yeux, par la magie d'un historien romancier prestigieux, une civilisation morte ressuscite et étincelle sur les bords du dieu fleuve. Une incomparable reconstitution historique. Pour la première fois, je suis vraiment entièrement d'accord avec la 4e. Franchement, la critique est juste. On est complètement embarqué dans une période à 4 millions de distance. Franchement, moi j'ai rarement vécu un truc pareil. On est pris par cette période. En plus, l'auteur est suffisamment intelligent pour disséminer des petits détails au fur et à mesure. Alors moi j'ai regardé plusieurs fois, donc on se rend compte qu'il y en a partout des détails. Mais il n'est pas ennuyeux. Donc du coup, c'est comme un film qui se déroule devant nos yeux. On entend, on sent, on respire, on vit des combats incroyables, un monde dingue. Vous allez vous éclater. C'est du grand roman historique. Bon, là je vais m'arrêter là. Ça fait quand même pas mal de romans. Si vous les avez tous lus, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Mais allez en librairie. Sinon, faites-moi confiance. Parmi ceux-là, il y aura forcément quelques-uns que vous allez aimer. C'est entre les chouquettes d'or, les coups de cœur, les classiques, j'en passe et les meilleurs. Franchement, là je vous ai pris du très très bon. C'est pas tous encore, bien entendu. J'ai fait des choix. Mais vraiment, avec ça, vous avez à peu près de tout. Vous allez vous éclater. Lisez-en quelques-uns. On en parle. Si ça vous a plu, parlez autour de vous. Parce que c'est important. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne.
pour que vraiment des romans soient partagés le plus possible. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez plein de chouquettes, profitez de vos vacances. À bientôt, salut. Un bouquet garni pour les vacances.